Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster la Baie des Marchands, un jeu de Charles Van Ostrand, accompagné de Johnny Pack et Drake Villarreal, illustré par Domico, un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'1 heure et demie. Avec donc une version solo aussi, Automa, et annoncé à partir de 14 ans, et de fait c'est assez complexe, un jeu assez complexe mais tout en n'étant pas trop, un jeu asymétrique, fortement asymétrique, un peu dans la lignée de Deux Routes, bien que on est tout à fait dans autre chose, on est dans un jeu un peu plus tactique, où on va produire et vendre des ressources, c'est le cœur du jeu, donc on n'est pas du tout dans de l'épique où on va se battre comme dans Route, on est plutôt dans des marchandises, la baie des marchands, c'est normal, ça s'appelle comme ça. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Donc, le jeu se joue en 3 tours, et les 3 tours, en fait, se voient sur le plateau central ici. C'est l'horloge, donc vous voyez, une horloge de 12 heures. On fait 3 fois le tour de l'horloge et le jeu est terminé. Donc ceci, c'est le temps qui rythme la partie. Comment se déroule une partie? En fait, on commence une partie, on tire au hasard les sabliers des joueurs. Donc ici, dans une partie à 2 joueurs, il y a 2 sabliers. Notez qu'il y a une variante, donc il y a un automa, et cet automa, les 2 joueurs peuvent jouer aussi avec l'automa. Donc il y aura un 3e à ce moment-là, mais les 2 joueurs peuvent jouer sans l'automa, et ça marche très bien aussi comme ça. Donc on tire au hasard, et le joueur dont le sablier se trouve le plus haut commence la partie. Donc on place le jour de marché là, les 2 souris ici, et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Le joueur dont, donc imaginons qu'on est comme ça en début de tour, le joueur dont le sablier est le plus éloigné, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, commence à jouer. Chaque action va coûter des sabliers, un petit peu comme, je pense, si ma mémoire est bonne, que c'est Martin Wallace qui l'a inventé avec Tyner's Trail, mais, ou en tout cas il était un des pionniers dans ce type de mécanique. Donc ici, c'est vraiment la gestion du temps qui va gérer vos actions. Donc quand vous faites une action, chaque action va vous coûter du temps, 1 ou 2 généralement temps, et donc vous avancez, si vous faites une action de 2, par exemple, de vous avancer de 2, et puis vous faites votre action. Et c'est celui qui se trouve le plus éloigné, ou en cas d'égalité, celui qui se trouve au-dessus. Donc quand le noir a fini son action, il fait encore une action et il avance, par exemple, de 1 si son long coup d'action. Puis après, ça sera à bleu, et qui fera la même chose, etc. C'est comme ça qu'on avance. À chaque fois qu'on passe un petit endroit comme ça, ça veut dire qu'on ajoute un aventurier dans les bateaux. Donc au début de la partie, tous les bateaux sont en mer, et il y a 2 aventuriers tirés au hasard dans un sac, un sac opaque, avec un très beau sac en tissu, avec tous les aventuriers. Et donc chaque bateau contient 2 aventuriers. Quand on passe par un aventurier, on va ajouter un aventurier à un bateau. Donc on va piocher dans le sac au hasard un aventurier, et on choisira le bateau où on le met. Quand un bateau est complet, par exemple comme ici, le bateau est complet, il accoste. Et vous voyez, il y a 3 bateaux qui ont 2 endroits où ils peuvent accoster, et les 3 autres ici ont aussi 2 endroits. Donc ici, celui-là peut accoster soit ici, soit là. Imaginons que le joueur décide de le mettre là. Tous les aventuriers vont à quai. Et on continue la partie. Quand quelqu'un d'autre ajoute un bonhomme, eh bien, il le met sur un bateau. Imaginons qu'un 2e bateau devienne plein. On va le faire accoster automatiquement dans l'autre quai, à l'autre quai. On place ces aventuriers sur le quai. Et le bateau qui reste, en fait, on va retirer les aventuriers, et on va les mettre sur leur clan. Donc c'est l'endroit de leur clan. Donc ils retournent à la maison.
Et puis on continue à tourner comme ça autour des aiguilles. Quand un troisième bateau est complet, eh bien le joueur qui le complète, même chose, le met à quai et met les jetons ici. Imaginons que le quatrième soit complet. Ça annonce la fin du jeu. Imaginons qu'il y en avait 4. Hein. Donc les mêmes choses, les deux autres s'en vont dans leur clan respectif. Et puis il y a la phase de marché. Et la phase de, donc c'est la fin du tour est annoncée. C'est-à-dire que donc imaginons qu'ici on est comme ça. Bleu vient de faire une action. Donc vient de faire une action, il se met là. Et grâce à ça, les quatre bateaux sont à quai. Ça déclenche la fin de la journée. Quand les 4 bateaux sont à quai, qu'est-ce qu'on fait? On prend le jeton jour du marché, on le place juste derrière le jeton de temps le plus avancé et on continue le tour, donc c'est à noir. Et imaginons qu'il fasse une action de 1 temps, il fait ça, puis il fait une action de 2 temps, il avance, puis lui fait une action de 1 temps. Dès que tous les jetons sabliers sont soit sur le jeton marché, soit ont dépassé, eh bien c'est la fin de la journée. Imaginons que c'est comme ça. Quand c'est la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On empile tous les jetons sabliers sur l'endroit le plus à droite, donc ici. On met le jeton marché sur 12. On va prendre une des 2 souris qu'on met sur le 1 et on met les 2 qui ont été empilés, ou tous ceux qui ont été empilés, sur la case juste après la souris. Et on fait la phase de fin de tour, j'y reviens, et puis on est reparti, on refait toute une journée. Quand on arrive à la fin de la journée, même chose, on met, etc. Et on mettra la 2e souris et on commencera la 3e journée comme ça. Donc c'est comme ça qu'on sait aussi suivre les journées. Là on a fait les 2 tours, donc on est au dernier tour de jeu. À noter que donc chaque fois qu'on passe, on met un bonhomme, on met un aventurier dans un bateau. Dans une partie à 2 joueurs, on a dû, lors de la mise en place, mettre ici 2 et 2. Donc là, quand on passe, on met 2 aventuriers, on tire 2 aventuriers au hasard. Quand il y a une souris, on ne peut pas passer par les aiguilles. Mais quand il n'y a pas de souris, quand je suis ici, je peux soit continuer et placer un aventurier, prendre un aventurier au hasard et le placer dans le bateau, soit me mettre ici et ne pas placer. Donc passer par ici, par exemple, je fais 2. Hein, si je fais 2, je fais 1, 2 ou 1, 2. Mais si je passe par là, je ne place pas d'aventurier, je ne tire pas au hasard et je n'en place pas, mais je prends une carte corruption. Les cartes corruption sont ici. J'en prends une, je vous expliquerai, mais en gros, c'est des points molus à la fin du jeu, sauf si on arrive à s'en débarrasser. Donc voilà, on fait 3 fois et le jeu est fini. Qu'est-ce qui se passe donc je vais continuer à vous expliquer ici. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'un tour d'une journée? À la fin d'une journée, il y a un jour de marché. Et le jour de marché va indiquer ce qu'on peut vendre aux aventuriers qui ont débarqué dans la baie des marchands. Donc tous les aventuriers qui ont débarqué ici veulent acheter une grande marchandise. Tous les aventuriers qui ont débarqué sur le quai central veulent acheter une petite marchandise. Et tous les aventuriers qui ont débarqué sur le quai de droite veulent acheter une grande ou une petite marchandise, mais le joueur qui vend au minimum une marchandise au marché noir, ça c'est le quai du marché noir, prennent une carte corruption. Comment ça se passe? En fait, les joueurs vont produire des ressources. Ils peuvent produire des grandes ou des petites ressources, comme vous voyez ici, donc de chaque couleur. Il y a 4 couleurs, hein, il y a bleu, jaune, rouge, qui correspondent aux couleurs des aventuriers. Comme je vous dis, ici par exemple, on peut vendre aussi bien des grandes que des petites marchandises. Imaginons que le joueur avait produit une grande marchandise rouge, il le vend ce prix-là, 6 or, fois le nombre d'aventuriers de cette couleur. Donc chaque marchandise, grande marchandise, vaut 12 or. Et une petite marchandise, c'est toujours 2 rouges, donc vaut 6 or. Ici, les jaunes sont plus rares. Elles valent 8, donc 8 fois 2, 16 or. Et ici, 4 fois 2,
8 heures. Mais ces deux-là, on ne sait pas les vendre à ce marché-là. Alors, par exemple, le vert, je peux le vendre à ce marché-là, 2 x 3, 6. Et le grand bleu, eh bien, le grand bleu, je ne sais même pas le vendre, parce que ici, c'est l'endroit où on peut vendre des grandes marchandises bleues. Il n'y a pas de jetons bleus. Là, il n'y a que des petites marchandises, et là aussi. Donc, je le garde pour le tour prochain. Je ne suis jamais obligé de vendre. Hein. Donc, je peux garder les marchandises produites pour les vendre à un tour ultérieur. Donc ça c'est la fin d'un tour. Quand le tour est terminé, tous les aventuriers qui sont ici sont remis dans le sac. On remet tous les bateaux dans la grand-mer et dans la grande mer et donc on place deux aventuriers au hasard dans chaque bateau et tout ça est remis dans le sac. On retire aussi la carte la carte ici la plus à droite et on décale et on en pioche une nouvelle qu'on place ici. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On remet à zéro, ça je vous avais expliqué. Et alors on va calculer. Je vais revenir dans les détails, mais les joueurs, par exemple, vous pouvez voir ici ce joueur-ci. Il peut avoir montré des boucliers jaune, bleu, rouge ou vert. Et ces boucliers, en fait, correspondent aux endroits des clans de chaque couleur. Et tous les boucliers qui seront visibles sur son plateau personnel correspondent à l'or qu'ils vont gagner. Donc par exemple, s'il a dégagé le bouclier vert, il va gagner 7 or, le bouclier rouge 5 or, le bouclier bleu 4 et le bouclier jaune 4 or. Et donc on va compter les ors sur l'échelle d'or, ce sont des points de victoire tout simplement. Donc les marchandises qu'on a vendues, on les vend en or et on gagne ça en or. Et ce sont des points de victoire. L'or ne sert qu'à gagner des points de victoire. Vous n'allez jamais dépenser de l'or dans une partie. Par contre, vous allez beaucoup dépenser des points de temps. Donc voilà, ça ce sont les règles de base de la baie des marchands. Vous allez faire en sorte de faire venir les aventuriers des couleurs qui vous intéressent sur les quais. Vous allez faire en sorte de produire les denrées des couleurs correspondantes pour emmagasiner un maximum d'or. Et vous allez faire en sorte de dégager les boucliers des bons clans qui vont vous faire gagner encore de l'or supplémentaire. Tout ça en un minimum de temps, puisque chaque point de temps vous fait avancer vers la fin de la partie. Vous allez essayer d'optimiser votre temps pour arriver à produire un maximum et à vendre un maximum à la fin du tour. Donc voilà, ça c'est l'essentiel, ce sont les règles de base du jeu de la baie des marchands. Mais à ça va s'ajouter une asymétrie complète, un peu comme dans Route, puisque chaque joueur a son propre plateau personnel avec ses propres règles. Donc on va peut-être commencer par le chronomancien, le joueur ici. Donc c'est un plateau personnel, tout se passe sur son plateau personnel et il va pouvoir réaliser les actions sur son plateau. Donc chaque action va lui coûter des sabliers, vous voyez. Et donc il va avancer son marqueur sablier le long de l'horloge. Et c'est comme ça qu'il va réaliser ses actions. Et il les réalise sur son plateau personnel. Alors quelles actions comment il va pouvoir réaliser ses actions d'abord? C'est un petit peu compliqué, il faut bien comprendre. Le joueur a deux personnages. Il a le chronomancien et son assistant. Donc, assez jolie petite figurine. Ils vont toujours se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça. Donc, il joue avec le temps, il se déplace le long des aiguilles d'une montre. Donc, il s'arrête où il veut. Mais, il est obligé de passer par les deux zones temporelles qui sont ici. Et quand l'assistant arrive dans cette zone temporelle, il ne peut la quitter que si le chronomancien se trouve dans la même zone temporelle. Donc, autrement dit, quand c'est au cours de l'assistant, maintenant, ici, il peut aller là, il peut aller ici, il peut aller ici, ou il peut aller là, puisque dans la zone temporelle, il y a une place réservée à l'assistant et une place réservée au chronomancien. Donc, première règle, je vais où je veux, mais je ne peux pas dépasser
mon emplacement qui est ici sans que le chronomancien soit là. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que le chronomancien ne peut jamais dépasser l'assistant. Donc ici, dans cette configuration-ci, je suis obligé de bouger mon assistant. Imaginons que je le bouge ici, je fais l'action qui est ici, et puis ensuite, ben, j'ai le choix. Soit je continue avec mon assistant et je vais ici, soit je bouge mon chronomancien, par exemple, et je vais ici, et je fais l'action qui est là. Ensuite, j'ai encore le choix, je peux encore bouger mon chronomancien, puis je bouge mon assistant, il ne peut pas aller là, il va là, il fait l'action, puis je bouge mon chronomancien, il va là, et puis ensuite je suis obligé de rebouger ceci, et ça fait toujours des allers-retours comme ça. Lui il bouge là, puis lui il va là, puis lui il peut encore aller là, puis il va là, et on va tourner comme ça indéfiniment. À chaque fois ça va nous coûter du temps, on va avancer notre sablier sur la roue du temps, ça sera à l'autre joueur à jouer, etc. Quelles actions on va pouvoir faire? Mais, les premières actions que je vais vous expliquer, c'est les actions standards dans les zones temporelles. Donc ici, l'assistant, qu'est-ce qu'il fait? Il va pouvoir, ça va lui coûter 2 jetons temps, et il va pouvoir prendre 2 jetons temps qui sont ici. Par exemple, imaginons qu'il prenne ces deux-là. Donc il avance son marqueur sur la zone de temps de 2, 1, 2, il met il va aller mettre un aventurier au hasard dans un des bateaux, et puis ça sera encore à lui, donc il rejoue, et il déplace par exemple son chronomancien ici, ça lui coûte 1 jeton temps, donc il avance de 1, etc., hein, comme je vous ai expliqué, et ici il va, ici c'est son étal, au début, imaginons qu'il n'en a pas, il construit un grand objet jaune, donc il va construire ceci. Puis imaginons qu'il vient ici, là il va construire un grand objet bleu, et ça va lui coûter 1 temps et une carte corruption. Il pioche une carte corruption et il la met près de lui. Quand le chronomancien vient ici, il change le temps, c'est-à-dire qu'il va choisir dans sa réserve une tuile, et il va la placer par-dessus, au-dessus du 2, ici. Il va faire sortir une tuile temporelle qu'il va retourner sur l'autre face et mettre dans sa réserve. Donc c'est comme ça, mais ça c'est vraiment bien vu, hein, c'est comme ça que le chronomancien va faire évoluer ces cases actions. Parce que la phase, vous avez les cartes ont une face blanche, vous voyez les lignes sont blanches, et une face, non pardon c'est l'inverse, voilà, ça c'est la face blanche, les lignes sont blanches, et une face bleue, les lignes sont plutôt bleues, blanches et bleues. En général, la face blanche est plus chère, vous voyez, pour faire l'action de produire un grand objet bleu, ça lui coûte 2 temps, et il pioche une carte malus. Ouais, malus. Soit ici, il construit toujours corruption, voilà, une carte corruption, je reviens sur le nom. Il construit toujours un grand objet bleu, mais ça lui coûte plus qu'1 temps, une carte corruption. 2 temps, une carte corruption, 1 temps. Voilà. Donc, vous voyez, il va jouer en faisant descendre et en mettant une autre action, il va jouer en retournant et donc en rendant ses actions plus optimales, moins chères. Et il va faire évoluer. Donc ces actions vont changer en cours de partie. Il va pouvoir construire des petits objets, un petit objet bleu ou un petit objet jaune. Là, il va pouvoir construire un petit objet rouge ou faire avancer l'action de temps rouge, c'est-à-dire générer des points, de l'argent en fonction du nombre d'aventuriers dans le clan rouge, immédiatement. Là, construire un grand objet jaune. Ici, il va pouvoir, donc c'est comme ça, voilà. Ici, il va pouvoir gagner une carte. Alors, c'est quoi gagner une carte? Vous voyez, les cartes sont ici. Lui, son pouvoir, c'est qu'il les gagne gratuitement. C'est-à-dire que, donc, si on revient, ici, donc pour gagner la carte, ça lui coûte 2 temps, point. Et il prend la carte qu'il veut. Tandis que la majorité des autres joueurs, quand ils prendront une carte, ça leur coûtera ce qu'il est indiqué en bas de la carte. Donc, soit un sablier et une carte
Pardon, corruption, oui, merci. Soit deux sabliers, soit ici même 2 sabliers et une carte corruption. Quand je prends une carte, eh bien, si je prends par exemple celle-ci, je fabrique automatiquement un petit objet jaune, ou là un grand objet bleu, ou là je me défausse de 3 cartes corruption, là d'une carte corruption. Je prends ma carte et je la glisse sur mon plateau personnel qui est spécifique à ma faction. Et donc je reçois le bonus et je le glisse en dessous et mon action s'arrête là. Ça c'est cette action-ci. Cette action-là, ça enclenche mon pouvoir spécial de mon équipe. Et mon équipe, c'est quoi? C'est les 3 personnages qui sont déjà mis. Donc s'il n'y avait qu'un seul personnage, je déclenche juste cet effet-là. S'il y en a 2, par exemple comme ça, enfin je le mets où je veux, hein, mon deuxième, je déclenche ces deux effets d'équipe. Et imaginons que j'en ai un 3e qui est ici, eh bien je déclenche aussi cet effet-là. Et c'est quoi ces effets? Là, je me défausse d'une carte, je perds une carte corruption. Là, je peux échanger un grand objet contre 2 petits objets de la même couleur. Là, je peux échanger un petit objet contre un grand objet. Et là, je peux échanger un petit objet contre un petit objet d'une autre couleur. Ça, c'est les pouvoirs de cette équipe-ci. Et voilà, tout est expliqué ici. N'oubliez pas, à la fin de chaque journée, on va gagner de l'argent en fonction des boucliers indiqués ici. Et tant que j'y suis, pour vous expliquer tout, à la fin de la partie, ces cartes-là vont vous faire gagner ou perdre de l'argent en fonction des symboles qui sont ici. Ce sont les mêmes symboles que ceux-là, sauf que là, ils sont sous forme de bouclier, ce qui veut dire qu'à la fin de chaque journée, on va gagner l'or correspondant à ces clans-là, tandis que quand c'est rond, c'est en fin de partie, on va gagner. Donc, par exemple, ici, il a 2 rouges et 3 verts. Eh bien, regardons ensemble les clans ici. Eh bien, 2 rouges, 2 x 5, ils gagnent 10 pièces, et 3 verts, eh bien, 7 x 3, 21 pièces rien qu'avec ces cartes. À noter que les cartes corruption vont faire perdre autant de pièces qu'il y a de voleurs, donc ce sont les petits gris dans le clan gris. Certaines cartes corruption vont faire perdre des pièces pour les gris, mais gagner quand même des pièces pour une ou une autre couleur. Voilà. Voilà pour le chronomancien. Maintenant, je vais vous expliquer l'alchimiste. Donc, c'est un 2e clan. Il y a 4 clans dans la boîte de la baie des marchands. Donc, à 4 joueurs, chacun a un clan différent. Il y en a même un 5e qui est l'automa. Donc, on peut jouer tout seul contre l'automa ou à 2 avec l'automa, qui est encore un clan supplémentaire, mais qui joue automatiquement. Ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer juste ces 2 clans-ci. Les 2 autres clans, ça viendra sûrement plus tard dans une vidéo supplémentaire. Mais sachez que c'est très simple. Hein. Chaque clan est expliqué sur un petit feuillet. Et vous voyez, vous avez déjà la mise en place jusque-là. Et l'explication, elle tient en 2 pages, en 2 pages et demie, je dirais. Donc ça va très vite, on comprend très vite comment fonctionne chaque faction. Donc l'alchimiste, lui, il a des cases actions. Hein. Vous voyez ici, ça coûte un temps d'aller ici. Ici, ça coûte 2 temps, 1 temps et une corruption. Ici, c'est pour acheter une carte. Vous voyez, ça coûte le prix en dessous de la carte. Ici, c'est pour faire aller son bénéfice d'équipe, etc. Donc, les règles de base disent qu'on doit toujours déplacer sa figurine. Donc, si je veux faire une action, je ne peux pas refaire la même action d'où il se trouve. Je dois le déplacer ailleurs. Alors, c'est quoi les actions qu'il peut faire? La première action qu'il peut faire, c'est aller ici et prendre des billes. Comment est-ce que ça se passe? S'il se met ici, il va choisir une couleur de bille de tout en dessous. S'il se met ici, il va choisir une couleur de bille d'ici. Et s'il se met là, il va choisir une couleur de bille de là. Imaginons, peut-être que son intérêt, c'est d'aller ici tout en bas. Imaginons qu'il choisit vert. S'il choisit vert, il prend la bille verte ici. Et les billes descendent.
Une bille noire, c'est toujours un joker. Ça vaut toutes les couleurs, donc il est obligé de la prendre, puisqu'elle est également verte. Donc il prend la noire. Elle, celle-ci, est toujours verte. Il prend la verte. Et celle-ci, elle est toujours verte. Il prend la noire. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait avec ses billes? Il les place dans ses chaudrons. Alors, il va les placer, il choisit dans quel chaudron. Par exemple, il va placer comme ça. Et comme ça. Bon, ici, je vais faire comme ça. Donc voilà. Ça c'est cette action-ci. Ensuite, il prend dans son petit sac, très beau petit sac en tissu, il prend autant de billes au hasard qu'il a enlevé de billes et il le fait glisser ici, par ici. Donc vous voyez, dans cette configuration-ci, eh bien, s'il va tout en dessous et qu'il prend jaune, il pourra avoir deux jaunes. S'il prend rouge, il n'aura qu'une seule rouge, bleu, une seule bleue, vert, une seule verte, etc. Donc c'est comme ça qu'il va remplir ses chaudrons. Ça, c'est ces actions-là. Maintenant, il peut aussi brasser ces chaudrons. Et pour brasser ces chaudrons, eh bien, il fait ce qui est marqué ici. Donc, deux couleurs les mêmes donnent un objet, il va fabriquer un petit objet. Deux couleurs les mêmes avec un autre, il va fabriquer un grand objet. Et trois de n'importe quelle couleur va lui faire fabriquer un éther, je ne sais plus, un éther, je pense que ça s'appelle. C'est ces petites pierres. Donc en début de partie, les petites pierres sont comme ça. Donc quand vous fabriquez, par exemple ici, il décide trois n'importe lesquels de fabriquer un éther, il prend l'éther qui est ici, et il le place à l'endroit où, enfin, dans le chaudron qui a servi à le faire fabriquer. Donc il peut prendre celui qu'il veut, il n'est pas obligé de prendre celui qui est au-dessus, je pense. Il prend par exemple celui-là et il le met là. À vérifier parce qu'il y a une petite flèche qui est là, mais je pense que c'est comme ça. Donc, la deuxième chose qu'il peut faire, c'est deux les mêmes, ici, deux les mêmes pour fabriquer un petit, en sachant que le noir, ça compte pour un joker. Donc, si j'enlève ces deux-là, eh bien, je peux fabriquer un petit vert. Le noir vient ici. Les noirs qui ont servi à fabriquer viennent ici, en sachant qu'au début de la partie, ici, il n'y en a pas, et on doit les remplir du plus bas au plus haut. Dès qu'un noir arrive sur une case au-dessus, on pioche une carte corruption. Imaginons que c'était comme ça, eh bien je peux aussi dire, j'utilise les trois pour faire un grand vert, je prends ces trois-là, pourrais même faire comme ça, puisque je dois avoir deux des mêmes, je dis que ces deux-là sont verts ou ces deux-là sont jaunes, et j'utilise les trois et je fabrique donc un grand objet jaune que je mets sur mon étal, et tous les noirs vont là, et le reste retourne dans le sac. Ça, c'est brasser. Je peux brasser autant de chaudrons que je veux. Donc, je peux les brasser tous les quatre. Quand je vais ici, eh bien, je peux défausser toutes les billes noires pour remettre un peu ça à zéro. Ça me coûte un temps. Et quand je vais ici, je peux acquérir une carte personnage au coût de la personnage. Et ici, je peux réaliser les actions de mon clan d'équipe. Alors, c'est quoi les actions? Ici, ça me permet de brasser deux chaudrons, comme j'ai expliqué. Ici, ça me permet de défausser une carte corruption. Là, ça me permet de prendre n'importe laquelle bille qui se trouve ici. Je la prends et donc je peux faire des combinaisons. Vous voyez, si je prends par exemple la rouge, eh bien hop, ici il y aura deux vertes qui se suivront et je la place dans n'importe quel chaudron. Et là, je peux déplacer deux billes comme je veux de chaudrons ou même avec mon sac si je veux, mais je vois pas trop l'intérêt de le faire avec le sac, mais je peux en tout cas les déplacer entre mes chaudrons pour faire des combinaisons plus importantes. Et donc voilà, voilà pour l'alchimiste. Donc lui, il va jouer avec ses petites billes pour fabriquer ces petits objets. Ceci, c'est assez intéressant parce que ça va lui permettre une certaine modularité et il va fabriquer ces objets et les autres. Voilà. Je pense que j'arrive au bout. Oui, et quand on gagne 100 points, on reçoit un
diamant comme ça en plastique qui indique simplement que vous avez gagné 100 points. À noter qu'à chaque partie, il y a 3 cartes. Pour toute la boîte, il y a 3 cartes spéciales voleurs. Celle-ci n'a aucun effet, à part elle vous indique la mise en place où on met les voleurs au départ. Mais il y en a 2 autres avec des petits effets qui varient un peu, qui changent un petit peu les règles du jeu avec les voleurs. Donc ça varie un petit peu vos parties. Voilà, c'était donc l'explication des règles et la dégustation de l'abbaye des marchands. Donc un jeu très tactique, hein. Il n'y a pas vraiment de stratégie, vous allez surtout viser à vendre vos objets le plus cher possible, à fabriquer ceux des couleurs qui sont les plus demandées et à les fabriquer. C'est très tactique, vous allez être fort penché sur votre plateau personnel pour optimiser votre temps et optimiser vos actions. Il y a un peu d'interaction, elle n'est pas énorme, mais il y a un peu d'interaction dans le choix des assistants qui vont venir, dans plus ou moins la rapidité de la partie ou pas. Vous allez accélérer ou décélérer en passant par les aiguilles pour gagner un peu de temps. Vous allez vous construire une petite machine. Hein. Au début de partie, vous allez être assez lent. Et puis, vous voyez, le joueur ici, le joueur va optimiser ses actions pour les rendre plus efficaces. Même chose pour l'alchimiste, puisque l'alchimiste il va pouvoir construire des petites éthers et chaque éther reste en place dans le chaudron et vaut pour une couleur de n'importe laquelle sans être jamais défaussé. Donc il va pouvoir optimiser vraiment ces chaudrons pour devoir mettre moins de billes. Donc il y a un petit crescendo dans tous les personnages, un petit crescendo donc, qui fait que ces 3 tours passent assez vite. Hein. Même si on se dit tiens on fabrique et on vend, il y a quand même peu les 3 tours passent assez vite et il n'y a pas de répétitivité vraiment, même si ça reste très tactique. On fait la même chose, on veut fabriquer ce qui se demande pour le moment. Mais c'est très agréable, je vous dis très tactique, mais vous êtes bien concentré pendant 1h30, ça passe assez vite. Et puis le jeu est magnifique, vous avez les meeples, là ils sont, j'ai même pas dû coller, c'est directement dessiné sur le meeple, les petits dessins, les petites billes, enfin tout est assez beau, même les bateaux, bon là il fallait un petit peu les faire, mais ils sont bien, ils tiennent bien ensemble, ils tombent pas, enfin voilà, le matériel est très sympa, très agréable à jouer, les petits sacs en tissu sont chouettes aussi, donc voilà, pas un grand jeu stratégique, mais un bon petit jeu tactique d'1h30. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.